Mesdames, Messieurs les journalistes, merci pour votre présence. On a décidé de faire une conférence de presse aujourd'hui, conférence de presse des parlementaires des Outre-mer pour exprimer, donner notre sentiment sur le projet de loi pouvoir d'achat qui porte mal son nom. Très attendu par nos peuples des Outre-mer, que ce soit à La Réunion, à Mayotte, en Guyane, aux Antilles et sur les autres territoires. Aujourd'hui, c'est la déception chez les gens qui habitent notre territoire, car c'était véritablement un texte attendu, très attendu, puisqu'il y avait la promesse du président Macron. On a oublié, totalement oublié, on a zappé les spécificités d'outre-mer. Rien de spécifique sur la vie chère en outre-mer, rien sur les salaires, rien sur les minima sociaux. En gros, la montagne accouche d'une souris. La promesse de Macron n'est véritablement pas tenue en ce qui nous concerne. Et cette proposition de tripler la prime, dite prime Macron, est totalement un leurre, d'autant plus que ça va être extrêmement compliqué. Ce n'est pas, presque pas appliqué dans les Outre-mer, puisque nos entreprises, nos petites entreprises, malheureusement, sont eux aussi en difficulté. Pire, cela va entraîner un affaissement des salaires sur nos territoires si jamais c'est appliqué. Peut-être une satisfaction concernant la décongélation de l'allocation adulte handicapé, mais une avancée sur un matelas d'injustice, sur une proposition dernièrement de notre collègue Philippe Naillet, ici présent, une proposition de majoration. Eh bien, la représentante de la Macronie parle de rupture d'égalité pour justifier le refus. Mais rupture d'égalité, mesdames, messieurs les journalistes, mais ça fait très longtemps que ça existe sur nos territoires et au détriment des hommes et des femmes qui habitent chez nous. La grande pauvreté, par exemple, est 5 à 15 fois plus fréquent chez nous. C'est ça la rupture d'égalité. Et pour prendre quelques chiffres, la pauvreté, en se basant sur le revenu médian de l'Hexagone, est de 30% en Martinique et en Guadeloupe. À La Réunion, c'est de 42%. À Mayotte, c'est de 77%. C'est ça la rupture d'égalité. Le chômage est 3 à 4 fois plus élevé, notamment chez nos jeunes. C'est ça la rupture d'égalité. L'hôpital public et le service public, en général, est sous-doté dans nos territoires. C'est ça la rupture d'égalité. Et le service public, on a vu au niveau de la santé ce que ça a entraîné, notamment dans le cadre de la crise Covid. La cherté de la vie peut aller jusqu'à 40% plus cher chez nous dans l'alimentation. C'est ça la rupture d'égalité. Mais l'État reconnaît aussi qu'il y a un problème de vie chère dans nos territoires, puisqu'il accorde une prime de vie chère aux fonctionnaires. Une prime d'ailleurs touchée par beaucoup d'hexagonaux qui viennent travailler sur nos territoires. Et une prime appliquée à la fonction publique, mais pas appliquée aux autres revenus, aux minima sociaux, au SMIC, etc. C'est ça aussi la rupture d'égalité au plus près de nous. Et nous voulons ici dire aussi que le gouvernement, la Macronie, peut encore agir. La Macronie doit réagir en apportant des solutions, en modifiant ce texte ou tout simplement en décrétant l'état d'urgence sociale dans nos territoires. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. Le peuple souffre, nos peuples souffrent, quel que soit le lieu où se trouvent, et nos peuples ont besoin de solutions. Nos territoires ont besoin de solutions. L'abandon est inacceptable. Et les hommes et les femmes qui habitent dans nos territoires, chaque jour, attendent des solutions. Et nous sommes, si les choses continuent comme cela, nous risquons d'aller vers l'explosion sociale dans nos territoires. Et cela n'est bon pour personne. Je vais passer la parole
à mes collègues pour exprimer justement cette détresse qui existe dans nos populations. Nous sommes les porte-parole, nous avons été élus pour nous exprimer et nous allons nous exprimer aujourd'hui et encore dans les jours, les semaines et les mois à venir. Qui commence par ici, Emeline. Merci Jean-Luc. Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour et merci de votre présence cet après-midi. Cette conférence de presse était importante puisque effectivement les Outre-mer ont un message à faire passer. Après 2 jours de débat au sein de l'hémicycle, on ne peut que déplorer l'absence d'avancée. Quasiment aucun amendement n'a pu être adopté et ceux qui concernent les Outre-mer notamment n'ont pas vu d'issue favorable. Il y avait déjà peu d'éléments dans ce projet de loi qui concernaient les Outre-mer. Peu d'amendements, peu d'articles voient et montrent la singularité des Outre-mer. Le problème qu'il y a en Outre-mer n'est pas pris en compte par le gouvernement. Pourtant, lors de l'ouverture de la séance, le ministre Bruno Le Maire avait semblé attentif à la situation des Outre-mer. Interpellé par un député GDR, il avait indiqué qu'il serait ouvert et prêt à discuter de la situation des Outre-mer pour un peu que nous fassions des propositions. Des propositions ont été faites. Toutes ont été balayées d'un revers de main. Il n'y a rien qui tienne véritablement compte de la misère dans les Outre-mer. On n'est plus à parler de baisse du pouvoir d'achat. Depuis des dizaines d'années, la population des Outre-mer vit dans une situation de misère et une situation sociale alarmante. Il était l'occasion, avec ce projet de loi, de prendre le problème à bras-le-corps et de montrer, d'envoyer un message fort à la population des Outre-mer en leur disant que véritablement, on avait compris, que le gouvernement avait compris. Pourtant, il n'en est rien. Donc, cette conférence de presse est quelque part aussi un appel à ceux qui disent, du côté de la majorité présidentielle, qu'ils sont prêts à nous entendre. Eh bien, entendez-nous. Entendez la population des Outre-mer, celle qui ne parvient plus à faire bouillir la marmite, comme on dit chez nous, celle qui ne parvient plus à payer son loyer, celle qui n'arrive plus à nourrir ses enfants, à payer leurs frais de scolarité, à s'habiller, à vivre dignement. Entendez ces gens, qu'ils soient de Martinique, de Réunion, de Guyane, de Polynésie. Entendez les gens des Outre-mer et dites-leur que vous êtes conscients de la problématique, dites-leur qu'il y a des mesures à prendre urgentes. Ce projet de loi pour le pouvoir d'achat, aujourd'hui, n'en est pas véritablement un. Il ne contient aucune mesure qui soit satisfaisante, à peine quelques mesurettes, quelques primes éparpillées ici et là, laissées à la discrétion des employeurs. Le gouvernement, véritablement, ne donne aucun moyen supplémentaire à ces gens qui vivent aujourd'hui dans la pauvreté. Donc je laisserai les camarades derrière moi exposer chacun leur point de vue, mais je pense qu'il y a bien un mot sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est l'insuffisance. L'insuffisance du projet qui est présenté à nous et celui contre lequel nous ne pouvons que nous insurger quand nous connaissons l'urgence sociale dans laquelle vivent nos populations. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présents. Merci aussi à notre collègue, qui n'est pas de ce qu'on appelle les Outre-mer, mais qui vient nous soutenir. Je veux dire que ceux d'entre nous qui ne sont pas présents à cette conférence de presse se sont fait excuser parce qu'elles sont soit en circonscription, soit pris ailleurs à Paris, mais partagent entièrement l'état d'esprit de cette conférence de presse. C'est la première chose. Donc nous sommes, pour une fois, solidaires dans l'indignation. Il ne s'agit pas d'indignation individuelle, territoriale, mais une indignation collective. Parce que trop, c'est trop. Comment peut-on décemment produire un texte de loi qui porte une ambition, celle de favoriser le pouvoir d'achat, celle de lutter contre la vie chère des Français, et qu'aucune disposition ne soit consacrée à la réalité de nos territoires, parce que c'est quand même nous qui vivons de manière structurelle, pas conjoncturelle, la vie chère. Et ce gouvernement, quelque part, il tente de cadenasser le débat parlementaire.
Parce que lorsque nous avons quand même tout de même produit des amendements et des propositions tentant à faire surgir la question des Outre-mer dans ce débat parlementaire, ces amendements ont quasiment tous été retoqués au nom de l'article 40 et de l'article 45. Encore une manière, une nouvelle méthode, une nouvelle pratique pour quelque part couper le sifflet, couper le micro en amont aux parlementaires, quel qu'il soit. Donc nous dénonçons cet état d'esprit. C'est clair, il est clair, les camarades l'ont dit de manière très brillante, nos problématiques sont absentes, chacun peut prendre un exemple, mais aujourd'hui j'ai envie de parler de la question de la santé, puisqu'elle a été souvent mise en avant dans les discours, mais pas dans les actions. Aujourd'hui, lorsqu'on est à Cayenne, à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre, à Saint-Denis ou ailleurs, si on tombe malade, et on a beaucoup de chance, de malchance de tomber malade, avec tout ce qui a été déversé dans nos territoires, au mépris justement de ce principe d'égalité, d'équité, avec la chlordécone, avec les taux de sucre. Et si on tombe malade, on a intérêt dans nos territoires à avoir en poche ou sur son compte en banque de quoi payer un billet d'avion pour venir se faire soigner à Paris. Parce que l'état de nos hôpitaux est indigne. Et là, il y a véritablement rupture d'égalité. Les taux de chômage chez nous sont inimaginables ici, sur le territoire français. Et je l'ai dit, l'état d'esprit, il est en train de s'inverser par rapport à celui qu'avaient nos parents, nos grands-parents. J'ai eu l'occasion de le dire dans l'hémicycle. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents parlaient avec quelques lumières dans les yeux, quelques étoiles dans les yeux de la mère patrie. Aujourd'hui, nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs, lorsqu'ils parlent de la mère patrie, il n'y a plus d'étoiles dans les yeux. Il y a beaucoup de colère dans les yeux. Et d'ailleurs, ils l'écrivent dans leur tête, ils l'écrivent avec un L apostrophe. Je suis d'accord pour tirer cette sonnette d'alarme, pour dire clairement que les prochaines déflagrations sociales seront mémorables, malheureusement, et pas forcément dans le bon sens et dans les bons termes. Donc nous voulons dire clairement au gouvernement qu'il faut changer, qu'il faut revoir sa copie. Voilà, merci. Bonjour à tous, Yorana. Je vais être bref. D'abord, se féliciter qu'aujourd'hui, tous les bassins des Outre-mer sont représentés ici. Comme l'a dit mon collègue, ce n'est pas une revendication de tel ou tel territoire, c'est une revendication commune de l'ensemble des Outre-mer. Ce que je voudrais souligner, c'est que on a parfois l'impression que les Outre-mer n'existent que quand il faut bomber le torse pour rappeler au monde qu'on est la deuxième puissance maritime mondiale, ou alors que 80% de la biodiversité se trouve dans les Outre-mer. Donc ça permet de briller à Lisbonne, ça permet de briller au One Planet Summit, mais en dehors de ça, on n'existe pas. La preuve en est, c'est ce projet de loi dans lequel nous n'existons pas. Alors pour ce qui est des collectivités à un statut particulier comme la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, c'est encore pire, puisque on va nous opposer systématiquement nos statuts d'autonomie pour dire on ne peut rien faire pour vous. Alors, à un moment donné, il faut se poser la question si la solidarité nationale s'arrête au mur des statuts d'autonomie. Je pense qu'il faut se poser cette question. Et je trouve, moi, inadmissible qu'on ne trouve pas des solutions à l'ensemble de nos problématiques, parce que ce n'est pas le premier mandat d'Emmanuel Macron. On a eu les assises des Outre-mer avec Annick Girardin, 200 pages, un beau document bleu censé rendre nos vies meilleures. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Qu'est-ce qu'il en est resté aujourd'hui? Pas grand-chose, visiblement. Donc on nous fait miroiter un Oudinot de la vie chère à venir. Alors si c'est pour faire un énième comité Théodule, ça ne va pas le faire. Et je pense qu'il faut que l'État, il faut que l'exécutif et nos collègues ici à l'Assemblée nationale réalisent que la colère gronde dans les Outre-mer, dans tous les Outre-mer. Voilà. Et nous, notre souhait, c'est pas que ça explose, évidemment.
Mais il faut qu'on soit entendu. Et au-delà d'être entendu, il faut que des solutions soient apportées et proposées aux Outre-mer. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Je pense que les collègues ont bien résumé la situation globale. Moi, je vais essayer d'être encore plus clair avec tout le monde. Il est fini le temps où certains penseraient qu'on viendrait supplier, venir avec la main tendue, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, dans la mesure du possible. Non, non. Aujourd'hui, on arrive à un moment donné où la France se targue, par la voix de son président, d'être l'un des plus grands pays du monde, être un pays des droits de l'homme, tout ce qu'on veut et tout ce qui va derrière. Aujourd'hui, vous avez une population qui est française, je le rappelle, qui ne se retrouve pas dans cette France-là, clairement. Donc c'est soit maintenant la France a la capacité à répondre aux défis qui lui incombent au niveau des ultramarins, soit elle ne l'a pas, et elle le dit clairement. Et ce sera à nous de prendre nos décisions. Mais on ne peut pas continuer à être à la queue comme ça, perpétuellement. Nos populations n'en veulent plus du tout. D'accord ? Souvent on dit qu'on est considéré comme des Français de seconde zone. Ce texte de loi en est la démonstration factuelle. Je ne parlerai même pas des mesures sanitaires que certains veulent perpétuer par rapport à la crise Covid, qui sont inadmissibles en ce qui nous concerne, parce que nous avons été traités mais vraiment comme du bétail, avons été pointés du doigt, stigmatisés, humiliés à différents moments par ces personnes qui prennent des décisions à des milliers de kilomètres de nos territoires respectifs. Ça veut dire qu'on est encore dans une France où une partie de la population telle que nous sommes, on ne nous connaît pas, on ne nous comprend pas. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit, comme la population n'était pas très enclin à se faire vacciner, on a parlé que c'était dans le spirituel, c'était du vaudou et autres encore. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur notre population? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur nous? Il arrive aujourd'hui, à un moment donné, on dit stop, ça suffit. On va être clair là-dessus. Si le gouvernement Macron 2 ne comprend toujours pas ce qui se passe, nos populations vont faire comprendre ce qui est en train de se passer sur nos territoires respectifs. Parce que c'est plus possible. Là, la coupe est pleine, elle est en train de déborder. En tout cas, moi, on ne veut plus voir nos jeunes s'auto-détruire comme ça se passe aujourd'hui à l'heure actuelle. Ils s'auto-détruisent parce qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de possibilité qui leur est proposée. Nous, on n'acceptera plus du tout cette situation. Quoi qu'il en coûte. C'est la phrase de M. Macron, quoi qu'il en coûte. En ce qui nous concerne, ultramarins, quoi qu'il en coûte, tout cela va s'arrêter. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas redire ce qu'ont dit très justement mes collègues, juste dire que ce projet de loi sur le pouvoir d'achat n'est en réalité que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et le vase était assez grand, mesdames, messieurs les journalistes. Il a mis du temps avant de se remplir. Nous avons fait preuve d'une grande patience et d'une grande tolérance. Je vous parlerai donc des mesures qui n'existent pas pour les Outre-mer. Quand on propose quelque chose, donc Monsieur le maire semble découvrir lors de la discussion générale, un comble, que les Outre-mer ont été oubliés. Bon, ça faisait suite à la nomination de Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Nous avons perdu notre ministère de plein exercice, nous sommes retournés aux années Sarkozy. Ça faisait suite à un manque de considération certain. Pour exemple, au moment de la crise Covid, quand notre taux d'incidence à La Réunion était bien inférieur à celui de l'Hexagone, que le territoire hexagonal était sorti de l'état d'urgence et que nous, à La Réunion, nous y étions encore. J'avais interrogé la conseillère parlementaire du ministre à ce sujet pour lui demander pour quelles raisons nous étions concernés par ce projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire dans les Outre-mer, puisque notre taux d'incidence était bien en deçà. Et elle m'avait répondu, écoutez, c'est parce que vos moyens dans les hôpitaux, vos moyens dans la santé ne sont pas assez développés sur le territoire, et donc on va mettre en place des mesures contraignantes pour votre population, au lieu de renforcer les moyens sur place. C'est ça que nous vivons au quotidien. À La Réunion, il n'y a plus de service des Grands Brûlés, parce que le chef de service est parti à la retraite et qu'on a fermé, puisqu'on n'a pas voulu le remplacer. Donc si on a quelqu'un de gravement brûlé à La Réunion, il doit faire 10 000 km pour se faire soigner. Ce n'est pas sans risque, ce n'est pas sans douleur, et ce n'est pas sans coût.
Voilà ce qui se passe dans nos territoires au quotidien. Il y a un service d'urologie qui a fermé parce que les praticiens ne s'entendaient pas entre eux. Au lieu de trouver une solution, hop, on ferme. Et là, on nous a envoyé, donc avec la nomination de M. Darmanin comme ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, un signal qui était très clair. Tenez-vous à carreau. Tenez-vous à carreau. On oublie ensuite les Outre-mer dans le projet de loi pouvoir d'achat. Et finalement, la seule réponse de M. le maire a été « Oups ». Mais nous nous tenons à la disposition des parlementaires. L'Oudinot de la vie chère, si vous regardez les déclarations de M. Caranco, il n'appelle pas à la consultation des élus locaux, mais à celle des acteurs économiques. Nous sommes encore une fois relégués au second plan. C'est terminé. Nous avons décidé de ne plus accepter cela. Merci pour votre attention. Oui, merci. Merci, messieurs, mesdames les journalistes. Simplement quelques mots pour aller dans le sens de ce qui a été dit par les collègues. C'est-à-dire que le gouvernement commet une faute majeure parce qu'il sous-estime l'ampleur de la désespérance sociale dans nos territoires ultramarins. Il commet une faute majeure à travers les choix ou les non-choix qu'il fait. Et ça a été dit par d'autres, sans utiliser des termes alarmistes, c'est de dire que les jours, les semaines qui viennent vont être très compliqués. C'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la réalité sociale de nos territoires, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, tout ça a été dit avant moi, vous les connaissez, les chiffres sur le bout des doigts. Au-delà de la réalité sociale, il faut partir du suffrage universel, il faut partir des dernières élections. Elles sont récentes, les élections présidentielles, les élections législatives. Et quand je prends le territoire de la Réunion, à travers leur vote, le vote qu'ils ont fait à l'élection présidentielle, les votes qu'ils ont fait à l'élection législative ou aux élections législatives, les Réunionnais ont dit leurs préoccupations. La préoccupation des Réunionnais, elle est d'abord sociale. C'est ce qu'ils ont dit à travers leur vote. Elle est d'abord sociale, c'est la vie chère, c'est l'emploi, c'est la santé, c'est l'éducation. Malheureusement, de tout cela, sur le premier texte majeur du gouvernement, on n'est pas entendu, ces préoccupations ne sont pas prises en cause. Rien sur l'encadrement des loyers, rien sur le blocage des prix, rien sur l'augmentation des salaires, rien sur l'augmentation des petites retraites. Emeline Kabidi l'a très bien dit, au-delà de l'oubli des Outre-mer, mais ce projet de loi qui nous est présenté, il a aujourd'hui deux défauts. Son premier défaut, c'est que toutes les mesures de revalorisation, que ce soit pour les prestations sociales ou les petites retraites, tout ça est sous-indexé par rapport à l'inflation, puisqu'on est à 4% et chacun sait bien que l'inflation est beaucoup plus importante. Et à La Réunion, c'est d'autant plus sous-indexé, c'était le sens de mon amendement, puisque nous, à La Réunion, la vie est plus chère. Elle est plus chère de 7% en général et de 25% sur les produits alimentaires. Et nous, Réunionnais, nous subissons la double peine puisque nous avons une vie plus chère et nous avons plus de pauvres que dans les hexagones. Le deuxième défaut de ce projet de loi, ça a été là aussi rappelé, c'est de dire que les primes sont au bon vouloir des chefs d'entreprise. Hier soir, j'avais un administré de Saint-Denis, là où je suis député, qui me disait, téléphone, il me disait, Philippe, mais moi, là, quand on met ça à la banque, elle ne me demande pas combien m'a touché en prime Macron, il donne moi c'est quoi mon salaire. Voilà la réalité. C'est exactement ça. Donc, voilà, c'est une grande déception, c'est de grandes colères qui se préparent. Le gouvernement, je ne dis pas la majorité, le gouvernement peut encore se rattraper, parce que, je fais vite, je termine, parce qu'il faut donner la parole aux collègues, bien sûr. On est dans une situation difficile pour les familles, mais on est dans une situation difficile pour les acteurs économiques, et on est déjà dans une situation difficile aussi pour nos collectivités. Donc, le gouvernement a l'occasion de se rattraper sur ce projet de loi et sur le projet de loi de finances rectificative. Merci. Oui, bonjour à tous. Pour ne pas se répéter, je veux juste vous donner une perspective. Parce que ce matin, j'étais en commission développement durable et aménagement du territoire. Et vous savez que le thème de ce matin, c'était la sobriété énergétique. Et en fait, j'ai pu observer que c'était la même chose. Qu'on nous proposait sur de la sobriété que nous vivons quotidiennement déjà, parce que la sobriété énergétique chez nous, par exemple en Guyane, c'est plus de 50% de la population qui n'a ni eau ni électricité. Donc,
il faut déjà le savoir, que EDF, depuis, c'est notre principale source énergétique, EDF n'a jamais voulu donc investir, et que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau du transport ou de la distribution, eh bien nous sommes en difficulté, c'est-à-dire les délestages tournants, c'est une pratique, on va dire, régulière, et déjà sur les communes du littoral, et quant à l'intérieur, c'est pire. Donc, tu parlais tout à l'heure de double peine, chers collègues. Moi, je parlais de triple peine, puisqu'on nous réserve d'ores et déjà des mesures de sobriété énergétique sur un territoire, sur nos territoires, qui sont soit insulaires, soit continentaux, parce que nous sommes sur un continent. Mais c'est à se poser la question, est-ce qu'on existe vraiment? Personnellement, moi, je vous dis très sincèrement que je ne suis pas du tout étonné, parce que ces bilans-là, nous les faisons depuis des années. Donc, il faut vraiment changer de braquet. Moi, je suis on va dire, en totale donc, solidarité avec les autres territoires. Nous avons pris la décision en Guyane, donc unanimement, à l'unanimité des élus, de défendre un projet pour une autonomie de la Guyane, clairement. Et je l'ai dit ce matin en commission, je ne vais pas dire que je peux comprendre, mais que les parlementaires, y compris les parlementaires, qu'ils aient tendance à penser France, Hexagone, et à ne pas penser à nous. Pire encore, les gouvernements. Donc, il faut qu'on se prenne en charge, en fait. En tous les cas, nous, c'est la décision que nous avons prise. Parce que ce soit le texte sur la veille sanitaire, nous, on a vécu 2 ans de confinement et de couvre-feu. Aucun territoire n'a subi ce que nous avons subi en Guyane. Aucun. Au point que beaucoup d'élus ont pensé qu'on nous a utilisés comme cobayes pour faire un test. Grandeur nature. Les petites entreprises disparaissaient les unes après les autres. Les élus ont créé un comité spécifique, médical, parallèle à la structure d'État. Incroyable. Et ça se fait passer aux yeux de tout le monde, du gouvernement Macron. Et le préfet et la directrice de l'ARS continuaient à prendre des décisions au-dessus des décisions de nos collectivités. Et c'est ce qui va se reproduire. Donc moi, je pense que ce n'est pas simplement une faute politique, c'est dans leur ADN, et que ça va être un combat qui va être difficile et qu'il sera effectivement social et politique sur nos territoires. Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour, les chers collègues, bonjour. Ce texte, en fait, il pousse une chansonnette, il est criant de vérité, il envoie un message qui est clair. Ce message est « Vous avez rien, alors contentez-vous de peu ». Nous ne sommes pas d'accord. Et mon collègue Philippe Naillet a parlé de désespoir, et je vais reprendre une phrase qui me tient à cœur. Le désespoir est mobilisateur, et quand il est mobilisateur, il devient dangereux. Nous n'allons pas vous mentir, moi, personnellement, et je sais que beaucoup de mes collègues seront d'accord, on n'attendait pas grand-chose, nous, de ce texte. Et j'ai envie de dire à nos enfants des colonies, notre jour de gloire n'est pas arrivé, mais pire, notre jour de considération n'est toujours pas arrivé. Et dire quoi? Dire que, effectivement, se déplacer chez moi à La Réunion coûte 15% plus cher. Rouler dans une voiture propre, en énergie propre, coûte 20% plus cher. Communiquer coûte plus cher. Tout coûte plus cher. Et pourtant, la réponse est vide. La réponse est vide comme l'estomac de plusieurs de nos confrères, de nos frères et nos sœurs et nos mères réunionnais. 300 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté à La Réunion, dans ces familles, 121 000 gamins. 121 000 gamins qui vivent dans des familles en dessous du seuil de pauvreté. Et moi, je ne serai pas plus long. Face à ce vide, face à ce creux, face à ce manque de considération, notre réponse va être à la hauteur de même pas de l'ambition qu'il a pour nous. Donc, faire bloc pour dire que nous attendons plus et nous attendons au minimum une considération pour nous, les Outre-mer. Journalistes, mesdames et messieurs, chers collègues. D'abord, il faut saluer la présence ici d'un certain nombre de députés ultramarins. Et c'est un peu le vent de la Convention du Morne Rouge qui souffle ici, ou qu'on va peut-être essayer de remettre à niveau. Parce qu'en fait, ça a été dit par les camarades, on n'attendait vraiment pas grand-chose de ce texte-là et on arrive encore à être déçus. Effectivement, il n'y a absolument rien sur la misère sociale, il n'y a absolument rien sur la transition écologique, il n'y a absolument rien
sur les transports, il n'y a absolument rien sur l'urgence sociale que rencontrent nos territoires. L'autre point sur lequel nous voulions attirer votre attention, c'est qu'au-delà, effectivement, de la conjoncture de cette loi-là, pouvoir d'achat, nous rencontrons toutes et tous des réalités coloniales dans nos territoires. Le mépris de la part du gouvernement, de la part d'un certain nombre d'élites économiques et sociales, le fait qu'on ne touche absolument pas aux rentes, aux monopoles, aux oligopoles. Quand nous avons proposé de taxer les profiteurs de crise qui font encore plus de profits dans nos territoires, CMA-CGM, qui est un des plus gros transporteurs maritimes, a multiplié par 10 ses profits en 2021 et le gouvernement a refusé. Quand on propose de taxer Total 18 milliards de profits comme CMA-CGM pour pouvoir financer des mesures d'urgence sociale, le gouvernement refuse. Donc effectivement, là où déjà c'est une loi qui est néfaste pour le pays, elle prend une proportion et des dispositions encore plus néfastes pour nos peuples. La seule solution, c'est ce que vous voyez là, et on espère pouvoir le faire vivre à une plus grande échelle, c'est l'union de l'ensemble des peuples ultramarins, l'union de l'ensemble des élus au suffrage universel par nos peuples, pour pouvoir avoir un rapport de force par rapport au gouvernement et finalement gagner la bataille de l'urgence sociale. Je ne vais pas être plus long, je vais redonner la parole à mon camarade Jean-Hugues Ratenon, mais je tiens vraiment à marquer d'une pierre ce jour où on voit effectivement l'ensemble des élus ultramarins unis derrière un projet social et écologique. Merci beaucoup mes collègues. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vois pas de Guadeloupéens dans votre groupe. Est-ce que c'est parce qu'ils sont pris ailleurs? Sûrement, ils sont pris ailleurs. En fait, oui, ils sont en international. Vous êtes certes de tous les Outre-mer, mais que de la NUPS. C'est bien ça, il n'y a pas d'autres ultramarins avec vous? Oui, tu veux répondre? Alors, je peux déjà vous assurer que les Guadeloupéens participent du même état d'esprit. Et en vous répondant, nous vous répondons collectivement, ce n'est pas la peine d'essayer de nous diviser cette fois. Ceux qui ne sont pas là, ne sont pas présents sur le territoire, mais participent du même état d'esprit, de la même volonté farouche d'imposer, d'exiger le respect désormais. Alors, ça peut aller au-delà même de la NUPS. Il ne faut pas essayer de réduire la portée de ce qui est en train de se produire. D'ailleurs, j'ai entendu une intervention de Mme Bassir hier que je me suis permis d'applaudir dans l'hémicycle parce qu'elle était dans le même état d'esprit que nous. Donc, c'est beaucoup plus fort que vous ne l'imaginez. C'est même pas la peine, en imaginant que votre objectif c'était d'un peu de limiter la portée de la mèche, c'est pas la peine. D'accord? J'adhère totalement à la réponse. Non, mais je pense qu'il ne faut pas tenter de nous diviser. On est en train de se rassembler et nous allons élargir notre cercle dans les jours à venir. Et nos camarades guadeloupéens sont sur le territoire et ils sont totalement solidaires avec cette conférence de presse. Oui. Clairement, leurs amendements ont été rejetés. Voilà. J'ai une question qui est double. D'abord, une question précise sur ce projet de loi. Est-ce qu'il y a quand même, individuellement ou plutôt collectivement, des mesures dont vous espérez que le gouvernement fera un geste? Je pense qu'il y a des amendements qu'on attend peut-être sur les retraites agricoles ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des points précis dont vous pouvez nous parler et que vous attendez? Et puis, une deuxième question peut-être un peu plus large et pour les messieurs de la Guyane notamment. Est-ce que vous espérez que puisque vous donnez une portée autonomiste et comme une prise de liberté de vos territoires, de vos populations, est-ce que vous attendez des autres territoires d'outre-mer et des autres représentants qu'ils vous rejoignent, qu'ils vous soutiennent et que peut-être eux ils expriment les mêmes volontés autonomistes et de prise de distance avec la France? Voilà. Alors, par rapport à la question sur la Guyane, la volonté n'est pas que les collègues nous rejoignent dans notre décision politique qui a été sur notre territoire. Chaque territoire prend ses décisions politiques. Sauf que le constat que nous faisons, nous le partageons tous. L'indignation que nous constatons, nous y sommes tous derrière. Après, politiquement, les choix des uns des autres les regardent.
Nous sommes pas là pour ça. Nous sommes pour parler d'une seule voix pour dire stop à ce qui se passe, d'accord, très clairement, et pour dire que nous nous rassemblons autour de ces choses qui nous font du mal, en fait. Là, le gouvernement ne se rend pas compte qu'en continuant à avoir ce comportement avec ces territoires-là, ils sont en train de nous rassembler, on se lie les uns aux autres. Donc on aura encore 5, 6, 10 fois, 20 fois plus de force pour leur faire comprendre que ça suffit maintenant, tout simplement. J'irai simplement un mot par rapport à votre question concernant les retraites agricoles. Effectivement, il y a un amendement qui est attendu et qui concerne les retraites agricoles des maires paysans. Cet amendement, si je me trompe, est porté par André Chassaigne du groupe GDR et co-signé. Voilà. Mais c'est le gouvernement qui l'a... Voilà, c'est lui qui l'avait demandé et le gouvernement a accepté en déposant cet amendement. Il n'empêche qu'il ne répond pas à la problématique des petites retraites agricoles de nos territoires. Je parlerai plus particulièrement pour La Réunion, puisqu'il concerne des cas qui sont extrêmement limités et qui peuvent trouver à s'appliquer sur le territoire hexagonal. À La Réunion, en tout cas, je ne vois pas un seul maire à qui cet amendement pourra profiter. Et quand on sait que les retraites à La Réunion sont particulièrement faibles, notamment les retraites agricoles, il aurait fallu que le gouvernement ne dépose pas qu'un petit amendement qui profite à la marge à quelques maires paysans, mais qu'il dépose un projet d'ampleur visant à revaloriser les retraites. C'est ce que l'on reproche finalement à ce texte, c'est qu'il parle de primes, c'est qu'il parle de revalorisation de quelques indices, mais il ne parle pas des revenus, il ne parle pas du revenu des familles, il ne parle pas des minima sociaux, il ne parle pas des salaires, il ne parle pas des retraites, il ne parle pas du revenu des étudiants. Il brille par son absence. Par ses manques, ce projet de loi. Juste rapidement. Concernant les amendements, il y a eu une semaine de commission avant. Tous les amendements qui étaient spécifiques aux Outre-mer, qui relevaient de la loi d'urgence sociale, on a proposé, nous, une loi d'urgence sociale en 18 points. Tous les amendements ont été rejetés par la majorité en commission, par la minorité, qui agit comme si elle avait encore la majorité absolue. Donc concernant effectivement ce qu'on pourrait un petit peu récupérer, on a déjà notre réponse puisque dans les commissions, le gouvernement nous a déjà envoyé dans les cordes. Sur la deuxième question, je voudrais simplement dire, j'ai cité la Convention du Morne Rouge, je vous laisse aller voir ce que ça veut dire, mais très clairement, quelle que soit la forme que ça prend, tous nos territoires sont ou seront sur la voie de l'autonomie à un moment ou à un autre, parce que c'est dans ce sens-là que souffle le vent de l'histoire, quelle que soit la forme que ça prend, je le répète. Merci pour votre réponse. Deux questions. M. Philippe Naillet tout à l'heure a dit que le gouvernement pouvait encore se rattraper. C'est un peu la même question. Qu'est-ce qu'il pourrait proposer qui pourrait vous satisfaire? Et vous avez tous à peu près évoqué le risque d'explosion sociale dans les Outre-mer. Est-ce que là vous êtes unis pour avoir davantage de points encore? Est-ce que vous souhaiteriez ou est-ce que vous appelleriez une mobilisation sociale dans les Outre-mer? Nous, on n'est pas là pour appeler une mobilisation sociale, ça va se faire automatiquement, de manière très naturelle. Il y a eu les événements de 2009, pour parler très loin, 2012, il y a eu les événements de 2018, c'est un cycle, et si on n'écoute pas, à chaque fois on nous dit il faut ouvrir les dialogues, il faut discuter, il faut se concerter, etc., etc. Mais au final, il n'y a pas d'avancée pour nos populations, et quand il y a une loi d'urgence, dite d'urgence, eh bien, c'est comme s'il n'y a pas d'urgence chez nous. C'est vrai qu'il y a quelques mesures, mais l'Outre-mer est malade de la tête aux pieds. Ne nous demandez pas si le gouvernement va réparer notre pouce ou notre poignet. Non, c'est tout le corps qu'il faut traiter. Et c'est pour cette raison que l'état d'urgence sociale doit être décrété sur nos territoires. Et si rien n'est fait, et on le dit très sincèrement, les gens vont se mobiliser de manière automatique de toute façon, parce que face à la souffrance, ils vont chercher des solutions. Et si vous êtes inquiété pour le dino du pouvoir d'achat ou de la vie chère, est-ce que vous y participerez? Alors, je voudrais déjà réagir à votre précédente question. Il ne faut pas confondre. Nous ne sommes pas des agitateurs. Nous ne sommes pas là pour appeler la population à la révolte. C'est exactement, en réalité, l'inverse qui se passe. Nous sentons la révolte qui gronde. Nous sentons que la situation est explosive et nous ouvrons le dialogue et nous alertons avant
que ces choses-là ne se passent pour que nos réalités soient prises en compte avant les débordements, puisque nous souhaitons éviter à tout prix ces débordements. Si il y a un Oudinot de la vie chère, je pense que, évidemment, nous aimerions y être associés, nous y participerons. Ceci dit, je regrette une chose. Je regrette que dans la loi, il y ait toujours un article qui s'appelle « Dispositif Outre-mer ». Généralement, il arrive en fin de loi, vous regarderez. Et cet article ne consiste qu'à dire « Le gouvernement décidera par décret des dispositions relatives aux Outre-mer ». Donc on fait 10 000 km, enfin pour ma part, mais certains en font un peu plus, un peu moins. On fait 10 000 km, on discute d'un projet de loi, et on apprend en fin de loi que chez nous, ce sera peut-être pas pareil. En fait, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Chez moi, on dit en attendant qu'Abri mange salade. Et c'est exactement ça qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est que dans la loi, on n'apprend pas grand-chose. Et après, on fait des Oudinot de la vie chère, des assises de l'outre-mer, des livres bleus, verts, jaunes, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En attendant, nos réalités ne sont pas discutées en plénière lors d'hémicycle. Et ça, c'est dommage. De ce point de vue-là, il y a quand même eu, dans le projet de loi Covid, moi j'ai eu le sentiment qu'il y avait, pour une fois justement, l'outre-mer était au cœur, puisqu'il était question de l'histoire du pass sanitaire, il en a été question sur la réintégration des soignants. C'était deux des thèmes qui étaient quand même assez présents dans certains de nos territoires. Moi j'ai eu le sentiment que ce n'était pas la fin, pour une fois. Bon, du coup, il y avait un sur deux qui a été dégommé. On a beaucoup parlé, mais on n'a pas porté de solution. Mesdames, Messieurs les journalistes, merci, puisque il y a l'activité dans l'hémicycle. Pour finir, notre message à Macron et à son gouvernement et à la Macronie en général, nous les pas plus, nous les pas moins, respecte à nous. C'était juste deux mots. Il y a une question sur est-ce qu'on appelle ou pas à la mobilisation. Moi, je vais vous dire très clairement, moi, je fais campagne en disant très clairement que moi, je ne vais pas terminer mon mandat en disant j'ai écrit, j'ai interpellé et je n'ai pas été entendu. Donc oui, quand je retournerai chez moi, j'expliquerai ce qui s'est passé. Et en fait, il ne faut pas inverser les rôles. C'est le gouvernement qui nous accule et qui nous impose à établir un rapport de force parce qu'on nous impose un rapport de force. Et contrairement à ce qui vient d'être dit, sur la discussion sur la veille sanitaire, il n'y avait rien dans la loi. Ce qu'il y avait dans la loi concernant les Outre-mer, c'était contre les Outre-mer. Ce n'était pas pour les Outre-mer. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu... donc en fait, ils savent faire contre. Ils ne savent pas faire pour. Et donc, ils ne veulent pas. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas inverser les choses. Il y a eu une montée au créneau parce que justement, c'était encore de l'indexation, de la stigmatisation et des mesures qui allaient encore nous pénaliser. D'accord ? Moi, très clairement, moi, j'ai dit que je ne veux plus voir ça en Guyane. Bloquer, cadenasser un pays et faire mourir les petites entreprises au profit des grosses, parce que ce sont les multinationales françaises qui ont bénéficié et qui ont gagné de l'argent. Voilà. Merci beaucoup. Merci.